Merci beaucoup et merci à la Remonde Énergie de m'inviter à partager avec vous pendant cette demi-heure des réflexions autour de la question de la société digitale que nous pratiquons peut-être déjà ou qu'on nous annonce pour l'avenir. Je vais avancer assez vite, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal d'images. On ne pourra peut-être pas forcément arrêter sur chacun des sujets, mais ce qui m'intéressait de partager ici avec vous, c'est un espèce de mouvement, une évolution, une tendance émergente que l'on peut observer et sur lesquelles il me semble que pas mal des interrogations qu'on peut avoir pour l'avenir de nos sociétés numériques vont se construire. Donc c'est vraiment un espèce de parcours qui va se terminer forcément par 3 petits points de suspension, mais c'est justement ces 3 petits points de suspension qui me paraissent les plus intéressants. Alors comment aborder un si vaste sujet que le numérique? Alors peut-être on pourrait penser qu'il y a quelques décennies, un des dirigeants d'IBM considérait que pour l'ensemble de la planète, le marché mondial était de 5 ordinateurs. Et c'est des erreurs qui ne sont pas uniques, hein, qui sont, j'allais dire, quasiment tous les grands entrepreneurs du numérique ont fait des fausses évaluations de l'implication et de la diffusion des technologies qu'ils étaient en train d'inventer. Et on pourrait prendre une image. Alors imaginez-vous que vous êtes dans la peau d'un extraterrestre, vous arrivez sur Terre, vous voyez ceci, et ceci n'est pas l'arrivée d'une star de rock dans une gare ou une manifestation ou une grève ou quelque chose de cette nature-là. Non, ça c'est des gens qui attendent la livraison du dernière génération d'un smartphone à la pomme. Alors bien évidemment, il s'agit d'un événement de marketing, c'est quelque chose qui est construit, mais je pense qu'il est important quand même de voir le chemin, entre guillemets, qui a été parcouru par rapport à des technologies dont on ne savait même pas à quoi elles pouvaient servir. Elles sont devenues des objets de désirabilité sociale, tels qu'on est prêt à faire plusieurs heures d'attente pour en obtenir la dernière version, qui sera peut-être remplacée quelques mois plus tard par une dernière version plus 1, qui, bien évidemment, il faudra se procurer plus rapidement possible. Enfin, c'est aussi des systèmes qui s'essoufflent, mais ce qui montre que quand même, on a fait beaucoup de travail par rapport on a fait beaucoup de chemin par rapport à ce rapport à la technologie dans nos vies quotidiennes. Une autre dimension qui me frappe, notamment dans mes recherches et avec les analyses que l'on fait en regardant le comportement des jeunes, c'est ce qu'on pourrait appeler la colonisation technique de l'intimité. Voilà un scénario qui était inimaginable, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, 20 ans en arrière, et qui est devenu très banal, qui est d'ailleurs un problème, j'allais dire quasiment de gestion familiale, parce qu'on sait, souvent on parle du rapport au numérique et en termes de questions d'addiction ou de problèmes pour la santé. Je pense qu'un des problèmes majeurs pour la santé publique liés au numérique, c'est le manque de sommeil, c'est la déstructuration du sommeil, parce que très souvent, des jeunes vont se donner rendez-vous, vont rester connectés, vont préférer faire des choses en ligne plutôt que de dormir ou parfois aussi faire d'autres activités. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est cette idée véritablement qu'il n'y a plus un endroit qui serait sanctuarisé, qui serait à l'abri de cette connexion et cette connexion permanente numérique. Alors on voit apparaître maintenant, il y a des gens qui proposent des séjours de détox numérique où pendant 2 ou 3 semaines, on va vous voler votre téléphone, vous empêcher d'accéder à votre messagerie, où on va promettre que vos enfants seront dans un camp de vacances, mais qui montre bien que cette question de la connexion est devenue en soi problématique. Alors on peut regarder, et là je vais assez vite sur ces éléments, mais une étude parmi d'autres qui montre la manière qu'on a de consulter, cette intrusion du numérique dans notre vie quotidienne. Pour la majorité d'entre nous, c'est au lit, avant même de se lever, qu'on va consulter ce qui s'est passé en ligne. Des fois, c'est pour son statut sur les réseaux sociaux. Des fois, ça n'a aucun rapport. C'est pour savoir si quelqu'un a dit quelque chose. Près de 40% vont consulter, c'est sûrement plus, ces médias alors qu'ils sont au petit coin, en train de manger, en voiture, et même au culte ou à la messe. Donc, il n'y a véritablement pas de lieu qui se soustrait à cette question de la connectivité permanente. Et ça pose un certain nombre de questions, de pistes de réflexion. On a d'ailleurs inventé entre guillemets, toute une série de mots MOTS et de mots MAUX pour parler de ce rapport un peu difficile que nous avons avec cette connexion permanente.
Vous avez pu entendre parler dans les médias de ces, entre guillemets, nouvelles pathologies, qui n'en sont pas vraiment, comme la nomophobia, la peur d'égarer son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On voit des gens s'agiter dans la rue qui, tout d'un coup, essayent de capter le réseau, ou tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus que quelques pourcents de batterie sur leur appareil, ou qu'ils ont égaré leur téléphone, etc., etc. Et des études ont pu montrer le facteur de stress que ça engendrait. Il n'y a qu'un petit pourcentage de gens qui sont véritablement soulagés de ne plus être connectés. La plupart d'entre nous, et c'est un indicateur de l'importance qu'ont pris ces objets connectés dans notre vie, la plupart d'entre nous agissons plutôt sous la forme d'un stress, voire même d'une panique par rapport à la perte de cette connexion. Alors, sans ici vouloir multiplier à l'infini, c'est un florilège d'acronymes bizarres, je les cite quand même rapidement, mais c'est justement des termes qui décrivent notre société un peu contemporaine, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de ne pas être connecté. C'est quelque chose qu'on peut observer chez les adolescents qui jouent à un jeu comme World of Warcraft en ligne. Quand on leur demande pourquoi ils sacrifient leur sommeil à cette pratique ludique, c'est qu'ils répondent en disant « mais il y a sûrement quelque chose d'intéressant qui va se passer si je me déconnecte. Je vais louper quelque chose d'important, je vais perdre des opportunités de socialisation. » Mais ça n'arrive pas qu'aux jeunes joueurs de jeux vidéo en ligne. Vous retrouvez exactement, alors sous une forme un peu différente, ce discours, des fois au sein d'organisations où il y a des fois plusieurs milliers d'employés et où la connexion à tout moment est vécue comme quasiment une obligation qui peut être problématique, de peur de louper les discussions, les nouvelles orientations, et le fait de ne pas être capable de s'inscrire dans le flux de ces informations, c'est envisagé, pensé, et des fois à raison, comme le risque de se déconnecter du fonctionnement même de cette organisation. Alors, je ne vais pas forcément ici tous les évoquer, hein, mais il y a le mystery of missing out, qui est qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'informations sur quelqu'un avec qui on est connecté numériquement. Il y a quelques années, il y avait une étude qui était assez intéressante, de nouveau des jeunes, et quand on leur posait la question, si vous avez envoyé un message sur une application comme WhatsApp ou une autre application à votre petit amoureux ou amoureuse et que la personne ne répond pas dans une demi-heure, qu'est-ce que ça veut dire? La seule explication valable, c'est que la personne était en train de leur faire la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils soient à l'école en train de dormir, il n'y a aucune autre justification. Ce qui est important, c'est véritablement cette idée que cette connexion, elle est aussi espérer, penser, revendiquer, et nous le faisons les uns vis-à-vis des autres. Donc c'est une société qui, des fois, peut s'apparenter un peu à un enfer, et des fois, mais qui produit aussi des choses plus positives, hein, bien évidemment, mais que nous construisons mutuellement dans les attentes que nous avons de cette réactivité à la connectivité numérique. Et avec des fois aussi la peur de se connecter, parce que se connecter, ça veut dire aussi s'exposer à l'ensemble du regard. Une manière de résumer cette prolifération de termes pour parler de notre rapport en tant qu'individu, mais en tant que société aussi à cette connexion numérique, c'est de voir à quel point les enjeux d'infobésité, c'est-à-dire de surcharge informationnelle, apparaissent de manière récurrente, là aussi, au sein des organisations. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans plusieurs d'entre elles, pour qui c'est des vraies questions, c'est pas des... Comment on gère ce rapport à ces flux? Et j'allais dire pas paradoxalement, parce que c'est directement lié à ça, on est dans un univers dans lequel on est plus en plus souvent entouré d'objets qui sollicitent notre attention. Je veux dire, il y a toute une réflexion sur la manière éthique de créer des applications, parce que vous vous retrouvez avec un appareil qui va, sous la forme d'une petite vignette, sous la forme d'une petite alerte sonore, va vous demander de faire quelque chose. Et bien évidemment, chaque propriétaire d'application considère que la sienne est la plus importante, et nous vivons dans un univers, j'allais dire, de sollicitation permanente, ce qui aussi participe à peut-être à une forme de sentiment de malaise. Si on regarde ce qui a changé quand même drastiquement, les évolutions plus récentes, même si elles datent elles aussi depuis quelques années maintenant, mais on parle d'années et non pas de dizaines d'années, c'est le renforcement qu'il y a entre cette connectivité permanente et la proximité géographique. Les technologies de l'information dont nos usages que nous en avons, que ce soit les réseaux sociaux, même un réseau social comme Facebook, la réalité des pratiques, c'est des échanges avec un petit groupe de personnes, de 5 à 10 personnes, chaque individu, et souvent c'est des gens qu'on va voir par ailleurs, qu'on va rencontrer par ailleurs. C'est pas, même si la technologie nous permet techniquement de nous connecter globalement,
dans la réalité des pratiques sociales, c'est toujours, et c'est encore souvent, à des échelles de proximité géographique et sociale, des groupes de gens que nous connaissons, que nous avons envie d'explorer ces liens. Et donc, il y a aussi cet enjeu, c'est que le numérique et le monde physique sont bien évidemment non pas distincts, mais de plus en plus, l'un renforce l'usage que nous faisons de l'autre. Je vous donne juste un petit exemple sous la forme d'un clin d'œil, mais qui justement rejoint ce rapport au téléphone portable. Voilà ce que propose une ville chinoise et qui donne une manière dont le numérique transforme notre espace physique. Il propose, à côté de la voie cyclable et de la voie pour piétons, une voie pour gens qui utilisent le téléphone portable. Et c'est plus de 400 accidents par année au Japon entre piétons à cause du fait qu'ils sont concentrés sur leur téléphone portable. Alors, cette rencontre entre le monde numérique et le monde physique, il prend différentes formes. On a vu l'été dernier, j'allais dire, cet engouement pour les Pokémon Go, qui nous était présenté comme une forme de réalité augmentée. En vérité, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire ici. C'était une réalité très légèrement augmentée, hein, parce qu'en vérité, on va plutôt nous demander de concentrer notre attention sur un élément. Et puis, je me demande si véritablement cette histoire de réalité augmentée est quelque chose d'à ce point-là nouveau, d'original. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, si vous regardez la pratique des gens, nous sommes déjà la plupart du temps à la fois dans notre exploitation physique de notre environnement géographique et en train d'utiliser des outils numériques pour nous projeter ailleurs, pour attraper un bus, pour voir quelles opportunités de rencontres on pourrait avoir, etc., etc. Donc souvent on imagine la réalité augmentée comme le port d'une lunette qui va nous afficher des informations sur un environnement physique. Certes, c'est la forme que ça peut avoir. Mais d'un point de vue sociologique et d'un point de vue des pratiques, je me demande si la plupart d'entre nous, en tant qu'utilisateurs, nous ne sommes pas déjà complètement prêts et nous ne sommes pas déjà des praticiens de cette réalité augmentée sans être équipés déjà de ces gadgets-là. Donc ça pose aussi la question, des fois, de peut-être ne pas regarder que la technologie, mais regarder les pratiques. Et des fois, peut-être, c'est mon hypothèse, les pratiques sont aussi en avance par rapport aux techniques parce que les utilisateurs inventent ce qu'ils désirent faire. Je vous donne juste un exemple par rapport à la réalité augmentée. Ça, c'est 4 exemples de détournement de cette réalité augmentée. Vous avez, alors ça date déjà de 5 ans, c'est une exposition au Museum of Modern Art de New York où des artistes ont décidé d'accrocher leurs propres images à l'intérieur de la galerie prestigieuse. Et donc, bien évidemment, il faut regarder au travers de son écran de smartphone pour voir des peintures qui ne sont pas là, mais c'est un détournement de l'espace qui a été interdit après. Là, vous l'avez ici l'exemple d'une manifestation au moment où en Espagne, il y avait une loi pour interdire les rassemblements non autorisés. Il y a eu une manifestation holographique qui précédait peut-être l'utilisation des hologrammes par certains prétendants politiques dans un pays voisin. Dans d'autres exemples ici à Wall Street de détournement en fait, de l'environnement physique, avec des fois aussi des problèmes, comme sur cette image qui est une illustration du jeu de Pokémon Go, où au début, ces surimpositions numériques venaient à interférer. Ici, c'était un lieu de mémoire associé à la Shoah. Et donc, tout d'un coup, il y avait une évidente confrontation entre la dimension ludique et un peu, j'allais dire, gratuite du jeu et l'exploitation et l'environnement dans lequel ce jeu se déployait. Ce qui pose une vraie question, c'est-à-dire à qui appartient, quels sont les acteurs qui appartiennent ce droit de connexion entre ces niveaux numériques et ce monde physique. Et bon, ça peut paraître une question un peu théorique comme ça, mais quand on sait, par exemple, qu'une part grandissante, et dans une étude américaine, j'ai vu que c'était près de 90% des clients qui rentrent dans un magasin, un supermarché, vont utiliser leur téléphone à un moment donné pour comparer des prix, avoir des informations supplémentaires, faire une opération alors qu'ils sont dans cet espace-là. Ce rapport entre le monde physique et le monde numérique, ce n'est pas juste des gadgets, c'est aussi une pratique qu'on peut observer dans le quotidien. Une des conséquences de cet usage intensif des technologies de l'information et du fait qu'elles nous suivent, c'est-à-dire que pendant très longtemps, nous branchions, connections à Internet à partir d'un ordinateur qui était lui-même séquestré dans un bureau et qui ne se déplaçait pas. Avec les téléphones mobiles, bien évidemment, ces dispositifs nous suivent. Ce qu'il se passe, c'est la production, alors c'est une évidence, on parle beaucoup du big data, c'est la production de traces,
de traces numériques, des traces que nous produisons volontairement en émettant des commentaires, des traces que nous produisons involontairement en nous déplaçant, souvent avec ces appareils, ou avec lesquels on peut imaginer, ici je ne fais que d'évoquer, toute la question du quantified self, c'est-à-dire la manière dont ces traces numériques deviennent aussi des manières de penser notre rapport au monde, où on va commencer à changer nos habitudes pour se déplacer, même nos habitudes alimentaires, en fonction de ces détections de signaux numériques que nous laissons dans notre quotidien. Ce qui me paraît intéressant comme évolution par rapport à ça, c'est que bien évidemment, ces traces en tant que telles, ces données en tant que telles, elles ne sont rien. Elles ne sont rien parce qu'elles doivent être exploitées, elles doivent être mises en scène. Et c'est là où, d'après moi, il y a un développement aussi intéressant, c'est dans les usages qui peuvent être faits de ces informations. Alors ici, on a des exemples qui sont très classiques, hein, des algorithmes pour vous aider à choisir un film, cette publicité pour, disons, vous encourager à parcourir un certain nombre de pas chaque jour en vous récompensant sous la forme peut-être d'une ristourne quant à ce que vous allez devoir payer comme taxe, comme police d'assurance. Et alors ça, c'est les parties un peu automatisées, mais il y a aussi une autre partie qu'il ne faut pas négliger, c'est la manière dont nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, nous contribuons à produire ces données en donnant des commentaires, en mettant des étoiles à un chauffeur Uber, comme vous pouvez le voir ici, et la manière dont ces contributions, j'allais dire, conscientes et volontaires, elles nourrissent un certain nombre de ces dispositifs. Et il me semble important de penser cette économie des traces, non pas que en fonction des données, mais sur les différents types d'actions que nous faisons. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, une enquête qui a montré que, alors c'était il y a quelques années, peut-être que ça a changé, sur eBay, pas mal de gens, il y avait des vendeurs et des acheteurs, pas mal de gens qui achetaient un produit, mettaient une très bonne note au vendeur alors qu'il n'avait pas encore reçu le produit, et l'inverse était vrai. Alors le vendeur mettait une très bonne note alors qu'il n'avait pas encore reçu le paiement. Pourquoi ? Parce que ce qui se jouait là, ce n'était pas de l'ordre de la traçabilité, de la fiabilité. C'était une manière de se reconnaître l'un l'autre. C'était quelque chose qui était plus en rapport avec leur réputation, la manière dont ils avaient envie de penser le rapport à l'autre, de lui faire confiance. Et c'est un de ces enjeux qui se pose à cette question. Je glisse toujours un peu, hein, on continue un peu ce glissement-là. Et là, je vais rentrer, alors malheureusement très rapidement, mais quand même, sur ce que nous faisons dans ces univers numériques. Et pour moi, un des changements importants que nous avons dans ces changements numériques, c'est que nous commençons à y faire des rencontres singulières. Voilà deux exemples. Alors ici, une jeune fille qui a séduit, je ne sais plus, une dizaine ou une vingtaine de geeks. Et là, c'est un personnage, un jeune étudiant ukrainien qui a convaincu tout le monde qu'il était un humain. Et ces deux personnages n'existent pas. Ces deux personnages sont des entités qui jouent le rôle de personnes humaines. C'est des social bots, des robots sociaux, c'est-à-dire des dispositifs qui vont interagir avec nous dans l'univers numérique, sur les réseaux sociaux, en ligne, vont laisser des commentaires, vont établir des dialogues, mais ils ne sont pas des humains. Et cette population, disons, de non-humains, elle n'est pas si négligeable que ça. Le social, on pourrait le dire de manière un peu, le web social n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un grand nombre des comptes Twitter, notamment des célébrités, est peuplé par des non-humains. On peut même créer, c'est une application, j'avais fait une étude là-dessus, sur différentes applications qui vous permettent de créer des petits amis ou des petites amies qui sont en vérité des robots, mais qui vont donner l'impression que vous êtes en communication avec personne et avec une personne, et que vous pourrez montrer à votre entourage que non, vous êtes vraiment vous êtes en train d'échanger des choses avec ces personnes. Bien évidemment, ils ne se contentent pas de rester dans cette sphère privée. Ils rentrent dans le domaine du politique. Il y a pas mal de débats qui ont lieu sur la manière dont les robots sociaux sont intervenus dans différentes campagnes, c'est-à-dire non pas forcément en se faisant passer pour des humains, mais surtout, ils ont été utilisés pour avoir un effet démultiplicateur. Et il y a pas mal maintenant, il y a même des concours où les robots essayent de séduire le plus grand nombre d'humains possible, d'obtenir le plus grand nombre de followers. Alors, ce rapport au robot, il est effectivement un peu problématique parce que il fait un lien avec le développement de l'intelligence artificielle qui a appris à jouer avec nous. Elle nous a commencé par nous battre aux échecs, battre au Go, nous battre au Jeopardy.
Jeopardy, qui est un jeu de questions et réponses, et qui maintenant joue à d'autres jeux, StarCraft. Et dans les dernières semaines, on a vu que, en définitive, Google avait décidé que maintenant les intelligences artificielles allaient jouer entre elles parce que jouer avec l'humain, c'était plus assez efficace pour leur apprentissage. Et ça pose un certain nombre de questions qui sont cruciales. C'est sur le type de profession que l'automatisation peut concerner, pas simplement des échanges entre personnes sur Internet. Si vous avez une collection d'articles qui nous parlent du premier robot qui va vous défendre votre cas, si vous avez une amende, d'un robot qui va corriger des copies d'élèves, qui va devenir votre avocat, etc., etc. Et dont la littérature, alors je vais un peu vite parce que le temps passe, et dans la littérature, vous trouvez d'ailleurs, ça c'est des livres qui sont parus récemment, une question qui, moi, me paraît assez fascinante, c'est comment nous négocions notre espace avec ces entités-là. Comment nous allons faire pour vivre avec elles ici, quels sont les rapports que nous allons construire avec des systèmes qui deviennent de plus en plus efficaces, complexes et compétitifs en termes cognitifs sur des domaines que nous pensions étaient notre précaré en tant qu'humains. C'est cette question du rapport, j'allais dire, quasiment à cette technologie, avec un modèle du Mechanical Turk, c'est-à-dire il y a des théories qui nous disent, mais en définitive, et on voit apparaître des professions dans lesquelles on continue à travailler avec les machines, mais les machines nous donnent le travail ingrat qu'elles n'arrivent pas à faire. Et ce n'est pas le contraire. C'est le travail ingrat que les machines n'arrivent pas à faire, sont dédiés aux humains, un peu comme à cette image de ce robot qui prétendument était capable de battre les gens aux échecs au XVIIIe siècle, qui intégrait en vérité un humain de petite taille à l'intérieur qui, lui, savait jouer aux échecs. Alors ça peut paraître bizarre, mais justement, et j'arrive à mes conclusions, ça peut paraître bizarre, mais d'un autre côté, c'est le monde dans lequel on vit. Ici, il y a une année en arrière, c'était les ingénieurs de Google qui ont demandé à des parents, c'était Halloween, c'était Halloween, ils ont demandé à des parents de faire promener leurs enfants déguisés devant les voitures automatiques de Google. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ces voitures apprennent à reconnaître toutes ces formes bizarres comme étant des humains. Qu'elles arrivent à intégrer cela dans leur choix de parcours, de trajectoire. Et donc, cette question du rapport à la technique et de la manière dont nous allons nous faire une place avec elle, en l'utilisant, parce que, j'allais dire, en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas le permis comme moi, la voiture automatique, c'est quelque chose qui est sûrement un progrès, mais ça ne va pas sans problème. Ça ne va pas sans problème parce que tous ces systèmes techniques embarquent avec eux aussi, pas simplement de la technologie, pas simplement de la traçabilité, mais aussi des codes de conduite, sans jeu de mots, et donc des codes éthiques. Ici, vous avez un site du MIT qui propose d'ailleurs de réfléchir là-dessus, où il demande aux utilisateurs de choisir les scénarios. Dans une circonstance où il y a plusieurs personnes, il y a des personnes d'un certain âge, des personnes jeunes, des personnes qui sont des criminels, des personnes qui ont respecté le code de la route ou pas, qu'est-ce que doit faire le robot ? Et donc il y a une espèce d'exercice collectif de savoir quelle est l'éthique qui doit guider ces robots. Et donc, pour terminer, l'avant-dernier slide est celui-ci, ça pose vraiment ce rapport à la vie commune qui n'est pas, alors pour le coup, simplement un rapport avec la vie commune avec les robots, qui n'est pas simplement un rapport avec ce que nous faisons en ligne, mais aussi hors ligne. Si vous avez des exemples de robots qui s'occupent de personnes âgées au Japon et de robots des mineurs, ce qui est intéressant dans ces cas-là, ce n'est pas la technologie en tant que telle, parce qu'elle est sûrement déjà dépassée. Ce qui est le plus intéressant dans les études qui sont faites dans ce cas-là, c'est de voir que, en tout cas, dans les EMS, certaines personnes âgées aiment ce rapport à la machine, parce que c'est quelqu'un qui est présent, qui est disponible, avec qui elles parlent, qui ne les juge pas. Et quelque chose qui peut paraître complètement hallucinant, c'est d'autres exemples, c'est dans le cas américain. Il y a des études qui ont montré que ces robots démineurs, qui sont vraiment juste ces dispositifs qui vont enlever les explosifs avant que les soldats passent, quand ils sont détruits, eh ben, les soldats sont tristes, comme s'ils avaient perdu un compagnon de route. Et ça nous interroge aussi sur le rapport peut-être que nous projetons sur ces dispositifs techniques, qu'ils soient numériques, virtuels ou incarnés dans des robots, et sur notre rapport à cette digitalisation, mais à grande échelle. Donc je terminerai, comme je l'avais promis, non pas comme une manière définitive, mais avec des points de suspension. Souvent, quand on parle de l'Internet des objets, quand on parle du big data, on imagine un futur dans lequel tout est connecté. C'est la promesse qui nous est faite. Et dans cette idée que tout est connecté, il y a un concept qui est utilisé en sociologie des techniques, c'est l'idée qu'il y a un tissu sans couture. C'est-à-dire que pour finir, le social et le technique sont tellement imbriqués qu'on n'arrive pas à faire la différence.
Ben, je ne suis pas si sûr que ça. Je pense qu'il y a quand même des enjeux pour nous et que cette imbrication, elle ne va pas de soi. Même si tout peut être connecté, peut-être que c'est plus facile que ça. Et je terminerai simplement sur ces 6 dimensions-là qui, moi, me semblent importantes pour penser le numérique qui est en train d'émerger. La question de la temporalité. Ces systèmes vont beaucoup plus vite que nous. Et toute organisation qui les utilise, humaine, à l'échelle individuelle ou collective, tout à l'heure je vais parler avec des journalistes, se pose la question de le rôle et de la fonction sociale que nous avons dans des dispositifs qui ont une réactivité bien plus importante que nous pouvons avoir. La question de la délégation, quand nous donnons les responsabilités à ces dispositifs techniques. La question de l'intelligibilité, est-ce qu'en définitive, ces systèmes ne deviennent pas tellement complexes qu'ils deviennent une boîte noire dans laquelle même les ingénieurs de Google sont quasiment incapables de tripatouiller les milliers de lignes de code de leur algorithme. Et ça pose une question. Est-ce que nous sommes capables de toujours acteurs dans ces situations-là? Et je terminerai, alors je mettrai de côté le cloisonnement parce que le temps passe, mais ça pose la question aussi en définitive de la capacité que nous avons à faire confiance à ce monde numérique, à nous y projeter et c'est le point le plus important, à nous les approprier. Et ce qui, moi, m'intéresse en tant que sociologue, c'est de me rendre compte que cette question, toutes ces questions que je viens d'évoquer, elles se posent, alors pas dans les mêmes termes, pas avec le même vocabulaire, mais elles se posent à des échelles individuelles. Moi, je les trouve chez les adolescents, je les trouve chez les adultes, des personnes âgées, mais je le trouve aussi au sein d'organisations, d'entreprises. Et c'est ça qui me fait penser que cette dimension digitale de nos sociétés dans lesquelles nous nous trouvons est d'abord essentiellement, elle n'est pas technologique, mais c'est plutôt une situation d'apprentissage. Nous sommes tous en train d'essayer d'inventer notre rapport au système technique. Merci pour votre attention. Monsieur Glasset, merci beaucoup. Avant de passer à la suite, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question qui lui brûle les lèvres? La première est toujours difficile. J'arrive. Bonjour Yves Cornaro. Vous parlez de confiance. Je crois que c'est un mot qui est très important parce qu'en fait, pour l'instant, on va dans une évolution, je dirais, ludique, qui fait que nous qui avons vécu sans ordinateur, certains d'entre nous, les jeunes qui ont maintenant directement l'iPhone en main en naissant, il y a cette évolution de la confiance. Confiance ludique, on va de l'avant, ok, c'est sympa, ça va nous aider à nous développer, ça va aider les personnes âgées à être transportées dans les MS, tout ça. Mais qui va programmer ça? À un moment donné où on passera le cap où ce robot va faire des interactions qu'on n'a pas forcément voulu ou qu'on ne voudra pas forcément, est-ce que ce dérapage sera possible et à qui doit-on faire confiance pour le futur de ça? Je pense que ça pose vraiment une question qui est fondamentale. D'ailleurs, je participe à un groupe à Berne sur l'avenir des véhicules automatisés. La question, on voit bien que la question de la confiance, elle est liée aussi à la question de la responsabilité. Qui est responsable? À pouvoir faire confiance, c'est en définitive aussi pouvoir savoir vers qui je vais me retourner si quelque chose se passe mal ou qui aurait dû prendre certaines précautions. Et puis d'un autre côté, moi ce qui me frappe, c'est qu'on invente vraiment des nouvelles modalités de confiance. Moi j'ai des étudiants à l'université qui travaillent il y a quelques années sur le couchsurfing, c'est-à-dire des gens qui prêtaient leur canapé à des inconnus qui venaient de l'autre bout du monde, avec qui ils avaient échangé quelques messages, qui venaient passer 2 jours là, puis qu'après ils continuaient plus loin. Et je me dis, mais c'est assez bizarre de faire confiance à des inconnus parce qu'il y a un système technique qui nous a permis de discuter un peu avec eux, de voir qu'ils avaient eu d'autres interactions avec d'autres personnes, que ces personnes, on les ont évaluées positivement. C'est la même chose des fois pour aller au cinéma, pour aller au restaurant ou choisir des hôtels. Et j'ai l'impression qu'on invente aussi des nouvelles manières de faire confiance. Mais là où je pense que la question que vous soulevez, elle reste entière, c'est qu'il y a des fois des domaines, notamment sur la programmation des algorithmes, par exemple, où là, c'est très difficile d'avoir les compétences d'aller regarder ce qui s'y fait. Et donc, j'allais dire, à un moment donné, la confiance, elle devient aveugle, non pas parce qu'il n'y a pas de transparence, mais parce que les compétences nécessaires à avoir, à avoir confiance en connaissance de cause, elles sont pas si répandues que cela.